Hollywood peut sembler habitué au scandale, mais l'histoire de Michelle Phillips a tout de même laissé le monde du divertissement sans voix. Certains secrets sont enterrés si profondément qu'on a l'impression que le temps lui-même les a effacés jusqu'à ce que quelqu'un découvre accidentellement la vérité. Michelle Phillips était cette personne, celle qui a tiré le rideau sur l'un des plus grands mystères de l'histoire du rock, l'identité du père biologique de la fille de Mama Cass. C'était un secret que Cass Elliot a emporté dans sa tombe. Et quand Michelle a finalement découvert la vérité des années plus tard, elle a décrit ce moment comme une bombe tombée droit dans le cœur. Mais l'histoire de Michelle ne s'arrête pas à cette révélation. Sa vie entière a été un tourbillon d'émotions, d'addictions, d'amour et de relations dangereuses. Ne détournez pas les yeux de cette vidéo si vous voulez découvrir la vérité choquante dans son intégralité. En tant que membre du groupe folk emblématique des années 1960, The Mamas and the Papas, Michelle Phillips n'était pas étrangère aux conflits et aux chutes spectaculaires qui ont secoué l'histoire du rock. En fait, malgré son visage angélique, elle était souvent au centre du drame. Michelle Phillips n'a jamais vécu une vie ordinaire, et tout a commencé quand elle n'était qu'une enfant. Michelle n'avait que 5 ans lorsque son monde s'est effondré pour la première fois. Sa mère est morte subitement d'un anévrisme cérébral, laissant Michelle et sa sœur à la dérive et seuls. Leur père, Gill, un bohémien libre d'esprit, a décidé de les élever à sa manière peu conventionnelle. Dans les souvenirs de Michelle, son père lui a inculqué discipline et compassion. Mais c'était aussi un homme qui ramenait une femme après l'autre avec une fréquence presque obsessive. Chaque nuit, derrière la porte de la chambre toujours fermée, Michelle entendait des sons qui laissaient son jeune âme enchevêtrée et confuse. C'est alors qu'elle a appris une leçon cruciale. Le monde des adultes était chaotique et dangereux, et si elle voulait survivre, elle devait être forte. À 13 ans, Michelle a rencontré Tamar Odell, une étrange et magnétique fille d'Hollywood, quelques années plus âgée et fille du docteur George Odell, l'homme longtemps soupçonné dans le meurtre infâme de la Black Dahlia. Tamar est entrée dans la vie de Michelle comme une tempête. Rebelle, dangereuse, mais irrésistiblement captivante. Elle a emmené Michelle à des concerts de musique live, lui a donné les premières pilules qu'elle a jamais essayées et a même aidé l'élève de 8e à obtenir une fausse carte d'identité. Pour Michelle, Tamar n'était pas une menace. Elle était l'incarnation de la liberté. Ensemble, elles erraient dans les rues d'Hollywood, buvant les sons montants des années 60, comme si la musique pouvait laver toute la solitude qui était en elle. En 1961, pas encore 17 ans, Michelle s'est enfuie à San Francisco avec Tamar, à la recherche d'une nouvelle vie. C'est là que le destin l'a conduite à John Phillips, le charismatique leader du célèbre groupe folk, The Journeyman. John avait 25 ans à l'époque, marié à la danseuse de haute société Susan Adams et père de 2 jeunes enfants. Mais pour Michelle, c'était le coup de foudre. Elle avait grandi dans un foyer bohémien qui ne lui avait jamais appris la signification des limites. Et quand elle aimait comme si elle plongeait tête la première dans un abîme. Michelle refusait d'être le secret de quelqu'un. Un après-midi, elle s'est tenue sur le seuil de la porte de Suzanne et a dit franchement « Je suis amoureuse de votre mari ». Michelle n'était pas la première maîtresse de John. Suzanne, depuis longtemps engourdie par de telles trahisons, a calmement invité la délicate jeune fille à entrer et lui a dit que son mari avait des amantes partout et que Michelle n'était simplement que la plus récente. Bien que John Phillips fût un notoire séducteur, il tomba pour Michelle aussi intensément qu'elle tomba pour lui. Il écrivit plus tard « C'était comme si elle était sortie d'un rêve et dans ma vie. » En 1962, John et Suzanne avaient divorcé, et John et Michelle avaient déménagé à New York et s'étaient mariés. John Phillips était souvent salué comme un génie musical, quelqu'un avec une capacité incroyable à repérer et même à façonner les tendances émergentes. Mais avec cette brillance venait la volatilité et un besoin extrême de contrôle. Pour beaucoup dans l'industrie, John était comme un vendeur de remèdes charmants, toujours persuasif, toujours manipulant les gens pour obtenir ce qu'il voulait. Dans les premières années de sa carrière, il expérimentait tout, des doo-doo-wop aux ballades sentimentales, espérant percer le code du succès grand public.
Pourtant, malgré ses expérimentations constantes, John était obsédé par le maintien d'un contrôle absolu, surtout sur Michelle, sa jeune épouse, qui était aussi angélique qu'éblouissante et la fierté de sa vie. Michelle avait un avenir prometteur. Elle venait de signer un contrat de mannequinat pour adolescents, prête à entrer dans le monde glamour de la mode. Mais John ne le permettrait pas. Il l'a forcée à tout abandonner, l'attirant dans son orbite, lui donnant des cours de chant, la faisant rejoindre son groupe et la gardant à ses côtés comme une ombre. Même avant que le groupe ne se forme officiellement, John voulait dicter tout, de leur musique à leur image et même à la vie privée de Michelle. En tournée, il exigeait qu'elle reste dans des dortoirs surveillés, jamais hors de sa vue, même pas un instant. Pourtant, le talent de John était indéniable. Il avait une capacité incroyable à puiser de l'inspiration de n'importe où, même lors de ses errances nocturnes dans la ville sous l'effet de stimulants. Une nuit, dérivant à travers le brouillard et les lampadaires vacillants, les premières mélodies de California Dreaming ont commencé à affluer dans son esprit. Le lendemain matin, John a secoué Michelle pour la réveiller, la suppliant de l'aider à terminer les paroles. La chanson est rapidement devenue l'un des hymnes les plus emblématiques des années 1960. Et peu après, un groupe légendaire est né. À cette époque, John a rencontré Danny Doherty, un ténor avec une aura fragile de troubadour. Puis est venue Cass Elliot, une femme avec une voix comme aucune autre. Les quatre se sont réunis pour former les Mamas and the Papas. Mais même avant que le groupe ne se forme officiellement, des fissures avaient déjà commencé à apparaître. Il n'était pas surprenant que John reste obsédé par le contrôle de Michelle au sein de leur mariage. Ce qui l'a cependant choqué, c'était la réaction de Michelle. Au lieu de se soumettre, elle a commencé à se rebeller. Au milieu de leur lutte de pouvoir tendue, Michelle a trouvé de manière inattendue ce qu'elle pensait être une échappatoire lorsqu'elle a rencontré Russ Titelman, le nouveau petit ami de sa sœur. Au début, leur conversation était décontractée, mais des rencontres éphémères se sont rapidement transformées en un secret brûlant. Bien que tous deux soient déjà en couple, ils sont rapidement tombés profondément amoureux et ont commencé une liaison clandestine. Pour la première fois, Michelle n'était pas celle qui était contrôlée. Elle était celle qui enfreignait les règles, celle qui trompait dans ce qui semblait être un mariage inébranlable. Pour John, c'était impardonnable. Le renversement des rôles l'a profondément blessé. Furieux, il a appelé Russ lui-même, sa voix froide comme l'acier. « Vous savez, un autre gars pourrait attendre devant votre porte avec un fusil de chasse. » La menace pouvait sembler exagérée, mais tout le monde savait que John ne plaisantait pas. Et dans un cruel retournement, alors que John avait eu d'innombrables aventures, cette fois, c'était lui qui était trahi. Terrifié, Russ a brusquement mis fin à sa relation avec Michelle. Mais ce qui a encore plus choqué John, c'était sa réaction, pas une once de remords. Michelle avait grandi dans une maison où l'infidélité n'était rien d'inhabituel. Son père avait eu des aventures avec de nombreuses femmes et elle n'avait jamais considéré le sexe comme honteux. Enragé, John a versé sa douleur dans la musique, écrivant la chanson « Go Where You Want to Go » comme une piqûre amère et sarcastique à Michelle. Mais leur tragédie avait dépassé un mariage en décomposition. Maintenant, tout le groupe était au bord de l'effondrement. En 1965, les Mamas and the Papas venaient d'atteindre leur apogée avec California Dreaming, résonnant à travers l'Amérique. Ils apparaissaient dans l'émission d'Ed Sullivan, faisant la fête toute la nuit, se battant toute la journée. Comme si chaque once de passion créative venait au prix du chaos. Coup 2. Si l'affaire de Michelle avec Russ n'avait été qu'une petite fissure dans le foyer Phillips, son prochain amant menaçait de faire s'effondrer toute la maison. Danny Doherty, son camarade de groupe, le ténor à la voix douce et fragile. Après d'innombrables répétitions chargées de tensions non dites, Michelle et Danny ne pouvaient plus résister l'un à l'autre. Lorsque John a découvert cela, son premier instinct a été le même que d'habitude, transformer la douleur en musique. Il a écrit la chanson « I Saw Her Again » comme un moyen de apaiser son cœur brisé. Mais cette fois, la blessure ne guérirait pas si facilement. La tension a augmenté jusqu'à ce que John et Michelle décident de se séparer. John a rapidement trouvé quelqu'un de nouveau, une mondaine de haute société et Marshall, tandis que Michelle, soignant sa fierté blessée, a secrètement commencé à voir John Clark,
un musicien des Byrds. Cela aurait dû rester un secret, mais Gann a refusé de rester caché. Une nuit, il est apparu à un concert des Mamas and the Papas, portant une chemise rouge flamboyante, assis au premier rang comme pour revendiquer son droit. Michel le vit et fut soudain inondé de confiance, chantant comme si chaque note et chaque regard étaient destinés à Jean, tandis que John observait silencieusement depuis les coulisses. Pour Michel, c'était un moment de triomphe. Pour John, qui avait presque atteint son point de rupture avec sa série d'aventures, cette humiliation publique était de trop. Après le spectacle, il la renvoya du groupe. Lorsque Michel se tourna vers les autres membres pour obtenir du soutien, ils prirent le parti de John. En un instant, elle fut chassée du groupe même qu'elle avait aidé à créer. Mais Michel, avec son visage angélique, n'avait aucune intention de partir tranquillement. Elle était furieuse d'avoir été mise à la porte. Et les choses empirèrent encore lorsque le groupe décida de la remplacer par Jill Gibson, la petite amie du producteur Lou Adler. C'est alors que Michel réalisa qu'ils étaient vraiment sérieux. Elle riposta en s'introduisant dans l'une des sessions d'enregistrement des Mamas and the Papas, hurlant qu'elle les enterrerait tous. Lorsque Danny Doherty refusa de la défendre, elle essaya même de le frapper. Les Mamas and the Papas étaient en effet un groupe plongé dans le tumulte. Et malgré l'éruption explosive de Michel ce jour-là, ils finirent par lui permettre de réintégrer le groupe. Pendant un bref moment après la réunion, il semblait que les choses s'étaient enfin calmées pour Michel. Les Mamas and the Papas continuèrent à écrire l'un des chapitres les plus éblouissants des années 1960, se produisant au Festival Pop de Monterey, aux côtés de futures légendes comme Jimi Hendrix et transformant la chanson San Francisco en un hymne pour toute une génération en quête de liberté à l'ère du verso. Le succès afflua comme une inondation et Michel et John utilisèrent leurs gains pour acheter un manoir luxueux à Berre, un endroit qui devint rapidement un lieu de rassemblement bruyant pour les stars du rock et du cinéma, avec des fêtes qui duraient jusqu'à l'aube. Au milieu de ce tourbillon de glamour, Michel découvrit qu'elle était enceinte. Peu de temps après, leur fille, Sheena Phillips, naquit, le seul enfant du couple, un petit symbole d'espoir au milieu de leur vie chaotique. Mais derrière les portes dorées du manoir et les mots de louange se cachait un monde sombre et suffocant. John non seulement refusait de relâcher son emprise sur Michel, mais il la resserrait plus que jamais. La sœur de Cass Elliot se souvint un jour de la sensation de pénétrer dans le manoir de Berre. « Je ne me sentais pas du tout à l'aise dans cette maison. C'était sombre et l'air autour de John l'était aussi. » Tamar Odell a également déclaré qu'une fois, lorsqu'elle était venue rendre visite à Michel, John ne la laissa pas quitter la pièce comme s'il gardait sa femme en résidence surveillée. Michel n'a jamais révélé tout ce qui s'est passé dans cette maison, tant avant qu'après sa naissance. Mais ce qu'elle a partagé est suffisamment glaçant. Elle a dit qu'un jour, John l'avait agressée physiquement si violemment qu'elle avait dû être hospitalisée. C'est à ce moment-là que Michel réalisa qu'elle ne pouvait plus endurer cela. En 1968, lorsque le bébé Chinacha n'était encore qu'un nourrisson, elle prit la décision la plus douloureuse de sa vie de divorcer de John Phillips et de mettre fin à ce mariage devenu un cauchemar. Sans Michel à ses côtés, John sombra rapidement dans le chaos. Bien que tout le groupe ne fût pas étranger aux fêtes imbibées de drogue, John était toujours celui qui s'auto-détruisait le plus. Il s'enfonça davantage dans l'abus de Della Wade avec sa nouvelle petite amie, l'actrice Genevieve Vitt. L'état de John devint si mauvais qu'un jour, Keith Richards des Rolling Stones le jeta d'une fête parce qu'il ne pouvait plus le supporter. Mais Michel avait ses propres luttes. La même année où elle divorça de John fut également celle où les Mamas and the Papas faillirent s'effondrer. Cass Elliot voulait poursuivre une carrière solo et les nouvelles tendances musicales avaient laissé le groupe derrière. Le groupe se fana progressivement avant d'être finalement libéré de son contrat d'enregistrement en 1969. John et Michel n'étaient plus ensemble et leur groupe non plus. Après les morceaux brisés de son mariage raté et de sa carrière musicale écroulée, Michel décida de prendre un nouveau chemin, celui de la comédie. Le monde du cinéma, avec ses lumières de scène brillantes et ses étoiles éblouissantes, la séduisit rapidement.
Dans ses premiers jours d'audition nerveuse, Michelle eut une brève liaison avec un jeune acteur prometteur de l'époque, Jack Nicholson. L'imprudence, l'audace et la folie de Jack semblaient éveiller en Michelle des instincts qui avaient longtemps été enfouis sous l'ombre de John Phillips. Elle essaya divers rôles. Et puis, comme par destin, Michelle décrocha le rôle principal féminin dans le dernier film, un film audacieux contre-culturel réalisé par Dennis Hopper, qui venait de secouer Hollywood avec son chef-d'œuvre Easy Rider. Lorsqu'elle signa le contrat, Michelle devait être pleinement consciente de la réputation éclatante et notoire de Hopper. C'était un véritable rebelle, un enfant sauvage légendaire avec une personnalité aussi volatile qu'extrême. Mais au lieu de le prendre comme un avertissement, Michelle vit quelque chose de magnétique en Hopper. Ayant vécu aux côtés d'un type de rockstar instable comme John Phillips, elle trouva que le chaos de Hopper ne faisait que le rendre plus enivrant. Pour Michelle, il n'était pas dangereux. Il était une addiction, un esprit sauvage qu'elle voulait apprivoiser. Et puis, lorsque l'équipe de tournage se rendit au Pérou pour tourner le dernier film, tout bascula dans le chaos au-delà de l'imagination de quiconque. Le plateau était imbibé d'alcool, de drogue et d'éclats soudains, et Hopper était au cœur de la tempête. Au lieu de garder ses distances, Michelle s'y plongea. Elle tomba follement amoureuse de lui, en partie parce que, comme elle l'admettra plus tard, cela venait de son instinct de Florence Nightingale, le besoin de sauver un homme brisé. Mais en essayant de sauver Hopper, Michelle faillit se perdre elle-même. Juste après la fin du tournage, Michelle et Hopper plongèrent tête la première dans une décision imprudente. Ils se marièrent. Leur mariage de style bohème eut lieu à la fin de 1970 et était bizarrement simple. Les invités se souviennent que des sacs en papier avec des bougies étaient utilisés comme décoration, et Hopper lut personnellement l'intégralité de la cérémonie de mariage à partir de l'évangile de Thomas, comme s'il jouait dans une pièce absurde. Mais le véritable signal d'alarme arriva le lendemain matin. Selon plusieurs témoins, Hopper n'avait pas été sobre le jour de leur mariage. Et quand il se réveilla, il ne reconnut même pas la mariée allongée à ses côtés. Les jours qui suivirent se transformèrent en cauchemars. Hopper, obsédé par les armes, tira une fois des coups de feu à l'intérieur de la maison, laissant Michelle et sa jeune fille figées de terreur. À une autre occasion, dans un brouillard de drogue, il la menotta et la contraignit, affirmant qu'elle était une sorcière. C'est à ce moment-là que Michelle réalisa que si elle ne s'enfuyait pas, elle serait consumée. Le dernier coup de pouce vint de son propre père. Il l'emmena chez un avocat et dit fermement « Les hommes comme ça ne changent jamais. Dépose le dossier de divorce maintenant. » Michelle écouta. Son mariage avec Dennis Hopper se termina abruptement, ne durant que 8 jours. Ayant survécu à la fois à John Phillips et à Dennis Hopper, Michelle jura de ne plus jamais laisser sa vie dépendre d'hommes comme eux. Elle réapparut comme une glamour it girl d'Hollywood, s'avançant fièrement dans des fêtes somptueuses, ravivant sa romance avec Jack Nicholson pendant 1 an avant de le quitter pour le célèbre homme à femme Warren Beatty. Il semblait que Michelle avait retrouvé son éclat, et la vie brillait à nouveau comme les lumières des flashs de caméra autour d'elle. Mais un nuage sombre avait déjà commencé à s'accumuler silencieusement à l'horizon. Michelle resta proche de Cass Elliot, son ancienne amie qui avait autrefois conquis le monde à ses côtés avec les Mamas and the Papas. Les deux partageaient presque tout et emmenaient souvent leur petite fille jouer ensemble. La fille de Michelle, Sheena, était exactement 1 an plus jeune que la fille de Cass, Owen. Mais il y avait une chose que Cass n'avait jamais dit à personne, qui était le père biologique d'Owen. À l'été 1974, alors qu'elle prenait un bain de soleil au bord de la piscine, Michelle rassembla enfin le courage de demander. Cass ne fit qu'esquisser un sourire mystérieux et dit « Je te le dirai quand je reviendrai de mon spectacle à Londres. » Cass n'eut jamais l'occasion de tenir cette promesse. Elle avait été épuisée pendant des semaines avant sa tournée à Londres, mais monta quand même sur scène et brilla comme toujours. Après la performance, elle appela Michelle, pleurant de joie parce que tout s'était si bien passé. Ce fut le dernier appel qu'elles partagèrent. La nuit suivante, Cass Elliot, âgée de seulement 32 ans, décéda subitement. Malgré les rumeurs persistantes,
L'autopsie montra que la cause était une crise cardiaque sans trace de drogue dans son système. Cass quitta ce monde en emportant son plus grand secret et laissa Michel avec un vide irremplaçable.